Bref. Donc, eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne du Basket Lab. On entend super, merci ZSL. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler rapidement des deux matchs du jour comme d'habitude. Donc, hop, allons-y directement sans perdre de temps. Il est midi et demi plutôt que midi. Excusez-moi pour ce petit décalage. De toute façon, il n'y a pas grand monde en live. C'est surtout pour le replay qu'on est là, notamment. Voilà. Bon, salut Zeblo, salut à toi, bienvenue, premier message sur le chat. Bon alors, les deux matchs du jour, deux matchs hyper intéressants évidemment, enfin quoique, un surtout hyper intéressant, salut Yvan, salut à toi. Oui alors pas de quotidienne hier effectivement, excusez-moi, mais hier on peut se le faire vite fait si vous voulez, mais il y avait qu'un seul match et en plus il était un peu nul, on va pas se mentir, donc je me suis dit on va peut-être pas faire de quotidienne hier, on va plutôt se reposer et donc les Wolves qui ont gagné avec un non-match total des Warriors, on peut le faire en 2-3 mots si vous voulez, mais il y a un aspect où juste l'attaque des Warriors n'est pas assez bonne sans Curry. J'espère que ça sera mieux, mine de rien, sur le reste de la série, sans Curry je veux dire, parce que match 1 c'était assez cool pour le coup. Après il y avait aussi un aspect de Buddy Hield, match 1, et on sait que c'est un joueur, comme on dit à chaque fois, avec une certaine variance de performance, donc faut peut-être pas compter à chaque fois sur ses points, explosion de points, mais peut-être que l'autre leçon à tirer de ce match-là, entre Warriors et Wolves, le match 2, c'est que on n'a pas eu un gros Butler non plus. 24% d'usage, c'est clairement pas assez quand on sait qu'il n'y a pas Curry. Donc on n'est pas du tout sur un énorme volume, on n'est pas du tout sur un mec qui prend toutes les responsabilités. Pour le coup, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est peut-être aussi lié à sa blessure également, quoi. Donc il est peut-être pas totalement remis de son énorme blessure. Il joue, c'est déjà bien, mais voilà, je pense qu'il est peut-être pas à 100%. Mais voilà, on a vu aussi Kuminga qui a été un peu remis dans la rotation, 26 minutes, qui a mis quelques points, quelques paniers assez cool, 18 points en effet. Et surtout on a vu Jackson Davis aussi, Tracy Jackson Davis qui est revenu dans la rotation à la place de Kevin Looney. À mon avis c'est intéressant parce que Jackson Davis c'est plutôt une menace de lob, de pick and roll un peu plus classique, donc si l'attaque sans Curry va passer par du pick and roll un peu frontal, je pense que ça pourrait être intéressant de faire comme ça, de faire jouer un peu Jackson Davis pour attaquer les drops de Rudy Gobert, voilà, pour faire un pick and roll un peu plus normal. Mais voilà, à part ça, pas grand chose à dire sur le match qui a été assez vite bouclé, pas grand chose à dire, je pense, on verra. On espère que match 3 et 4, même sans Curry, on aura de meilleures choses. Donc bref, voici pour le match d'hier, et donc repassons au match du jour, les deux matchs du jour si vous voulez bien. Peut-être, on peut commencer par celui-ci, hop, Cleveland Cavaliers contre Indiana Pacers, donc victoire des Cavaliers 126-104 avec le retour de plein de gens, le retour de Garland qui fait du bien, le retour de Evan Mobley qui fait beaucoup de bien, c'est un peu un point clé du match, et puis également même d'Andre Hunter qui a fait 20 petites minutes également sur ce match. Salut Pipa, salut à toi, bienvenue comme tous les jours. Donc oui, ce match-là, pour moi, est un peu un match à sens unique. Enfin, pas que pour moi, c'est un match à sens unique. Et je pense que, justement, j'en parlais. Bon, le retour de Garland, il n'y a pas eu tant de choses que ça à dire, à mon avis. On n'a pas encore un très bon Garland. En plus, notamment, on a vu qu'il a mis un pull-up à 3 points là, par-dessus le drop de Turner. On le voit à l'écran, là, juste à l'instant. Donc il y a un peu cette valeur pour attaquer Turner sur pick and roll, une attaque un peu plus classique, on va dire, un peu plus frontale, on va impliquer Turner sur le pick and roll, il peut être utile évidemment, Garland, mais pour l'instant on n'était pas encore totalement là, quoi. Ça va être utile s'il revient en forme, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais non, l'autre retour qui a été hyper bien et hyper intéressant, c'est surtout celui de... je me suis trompé de match. C'est surtout celui de Mobley, qui en fait en deuxième rideau a fait beaucoup de bien par rapport à la défense des Cavs notamment. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que le match est gagné. Je sais pas si vous voulez qu'on se mette un peu les stats, mais donc on a dit combien, les 126-104, donc un énorme écart, avance de 20 points assez rapidement dans la première mi-temps, et puis ensuite c'était plié. Mais non, la défense surtout. Défense, parce que regardez les Pacers, ce que font les Pacers, c'est une perf offensive qui est pas du tout de bon niveau pour Indiana, alors qu'ils nous avaient habitués à beaucoup mieux. À peine 105 points par 100 possessions pour les Pacers sur ce match, là où les Cavs sont à 130, donc ça fait une sacrée différence, avec quasiment aucun rebond offensif, et surtout vous allez voir, voilà, une efficacité à 3 points qui est pas bonne. Donc ça y est, le soufflet
retombe enfin un peu pour les Pacers après 2 matchs à avoir été en méga surchauffe et un peu en surchauffe match 1 et 2. Et plus que l'efficacité, il y a même une fréquence à 3 points qui est pas hyper bonne hein, ici. Et de l'autre côté, descendons aussi. Je trouve que les Cavs ont aussi un peu mieux défendu au niveau de la transition. Vous voyez qu'il y a quelques trucs pas mal hein, en termes de... Bon, la fréquence de contre-attaque est pas mal, l'efficacité en contre-attaque est pas mal. C'est pas l'explosion offensive comme d'habitude, hein, de contre-attaque, de transition par rapport aux Pacers. Donc évidemment, ça a été atténué. Mais aussi pourquoi ? Parce que on va en parler tout à l'heure dans l'attaque des Cavs, mais les Cavs sont à quasiment 50% de rebonds offensifs, de pourcentage de rebonds offensifs, c'est énormissime. Et donc, en fait, il y a aussi ce truc de mécaniquement, les Cavs en attaque sont allés beaucoup rebonds offensifs, notamment Max Strus. Voilà, quand on voit un Max Strus qui attaque le rebond offensif, on peut se dire que c'est pas juste ah tiens, il y a un big qui est sous le panier qui prend le rebond. Non, c'est qu'il y a une vraie stratégie un peu collective. Et comme on l'a déjà expliqué, il y a ce truc de plus tu vas insister au rebond offensif, plus tu vas un peu dissuader dissuader l'adversaire de se projeter en contre-attaque, parce qu'ils sont obligés de rester pour eux-mêmes défendre un peu le rebond. Donc il y a un effet dissuasion, et puis même il y a aussi un effet de il n'y a pas les ballons. Il n'y a pas du tout les ballons pour se projeter, puisque si dans la moitié des cas c'est pas les Pacers qui prennent leur rebond, c'est les Cavs, ça fait des cartouches en moins pour se projeter, hein, mécaniquement. Donc pas de contre-attaque s'il n'y a pas de rebond, hein, pas de changement de possession si tu prends pas le rebond. Donc c'est aussi un moyen assez efficace, et je trouve que les Cavs ont été géniaux là-dessus. Ils l'avaient déjà été au match 1 sur le rebond offensif, donc c'est à mon avis un point clé de la série. Mais je répète, hein, quasiment 50% de rebond offensif, je pense que Udoka serait jaloux quoi, pour le coup. Donc voilà. Alors que je dis salut à Jobro, salut à toi, et Nautilus le Dieu, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Twitch. C'est simplement, j'ai vu Mobley, je me suis évanoui. Par rapport à quoi ? Par rapport à sa défense, je suppose. Je suis un peu d'accord, mais voilà. Ce rebond offensif qui fait du bien, regardez notamment. Pourquoi ? Parce que sur les fois où les Pacers arrivaient à choper le rebond, donc off live rebounds, ça veut dire les contre-attaques après un rebond défensif, regardez, ils ont une grosse fréquence, ils ont une belle efficacité. Donc en fait, les Pacers, dès qu'ils ont un rebond défensif, dès qu'ils sécurisent le changement de possession, grosso modo, ils se projettent très vite. Donc, vous voyez à quel point ils sont efficaces là-dessus après un rebond. Donc, l'importance pour les Cavs de réduire le nombre d'opportunités là-dessus. Donc ce rebond offensif des Cavs versus donc défensif des Pacers, à mon avis, un point clé de la série et donc de ce match-là. Ça a été un domaine de domination. Ça, en plus de, évidemment, les deuxièmes opportunités, les points en plus que tu peux générer pour les Cavs. Hein. Évidemment, j'ai même pas dit l'essentiel, c'est que voilà, plus tu prends des rebonds, plus tu as des points en plus. Et évidemment, hein, ça paraît assez trivial, mais disons-le aussi. Mais je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect de les vases communicants, transition des Pacers versus rebond d'Indiana, et puis donc on a aussi dit le manque de 3 points de la part des Pacers, pardon. Hop, Indiana, voilà, donc très peu de fréquence, très peu d'efficacité. Après, bon, pour aller un peu dans le truc un peu généraux, on a aussi des stars qui n'ont pas été au niveau. Haliburton, 30 minutes de jeu sur le match. Bon, c'est moins que d'habitude, mais parce que le match a été assez vite plié, mais surtout 2 sur 8 au niveau du tir, et 5 passes, donc on est à 4.5 passes sur un match de playoff, après 2 perfs où il avait été fabuleux, hein, pour le coup, vous le savez. Donc voilà, un peu un côté match totalement loupé de la part d'Haliburton, qui s'explique aussi par la défense évidemment des Cavs, mais pas que. Je pense qu'on a eu aussi juste un mauvais Haliburton, ça peut arriver, ça arrive moins récemment, mais depuis sa blessure l'an passé, il y avait des fois, vous savez, où il était très bon, parfois un peu moins bon, etc. Là, on est aussi tombé sur juste, au-delà de ce qu'on peut développer tactiquement, schématiquement, la bataille ici, la bataille là, il y a aussi un Haliburton qui est pas bon. Ça pénalise un peu, et même Siakam n'a pas été grandiose, hein, je trouve, 18 points, 8 sur 14, ça fait quand même un deuxième match d'affilée où il est pas génial, je trouve. Mais voilà, Nembhard aussi, 10 points, alors que les 2 matchs 1 et 2 chez les Cavs, il avait été grandiose, notamment au niveau du shoot, du pull-up, etc. Enfin bref, perf offensive pas ouf, même en sortie de banc, donc Obi Toppin, 5 points, voilà. Vous voyez un peu l'idée, heureusement il y a Mathurin, mais voilà, c'est un peu des trucs un peu classiques, un peu généraux, et donc ce qu'on l'explique maintenant, c'est la défense des Cavs qui a été très cool. Alors est-ce que je vais arriver à ouvrir mon truc ici, est-ce qu'on peut arriver à trouver des possessions, ça va être le challenge. Il veut bien ou il veut pas, lui? Voilà, bon, le truc assez de base qu'on a vu, c'est le fait que tu retrouves un peu tes 2 bigs, donc forcément, il y a un aspect où quand, en fait,
Haliburton, là on le voit, il va cibler Jarrett Allen sur une des premières possessions du match, enfin la première pour les Pacers. On fait comme d'habitude, le pick and roll Haliburton et Miles Turner pour aller chercher le switch et Jarrett Allen, sauf que cette fois-ci, quand on fait pause, regardez, il y a Evan Mobley qui est derrière, en deuxième rideau. Un peu comme match 1, mais au match 1, on a eu un sacré perf de shot-making de la part des Pacers en pull-up face à Jarrett Allen, donc Haliburton, Nembhard, etc. Ils avaient un peu battu le switch de cette manière, sauf que là, match 2, il n'y avait pas de ce deuxième rideau, ils avaient pu aller au panier. Match 3, vous voyez que quand il y a Evan Mobley qui est derrière, Haliburton, il va pas complètement au panier. Il s'arrête un peu avant, il est obligé de déclencher le flotteur un peu plus loin. Et donc, ok, il a un peu battu sur le 1 contre 1 Jarrett Allen, mais comme il y a le deuxième rideau, voilà. Bon, c'est un exemple comme un autre, on pourra en montrer plein, mais grosso modo, il y a un peu cette idée que finalement, Mobley en deuxième rideau, c'était très cool. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est pas pour rien qu'on fait exprès d'essayer d'éloigner du panier Mobley le plus possible. Dès qu'on peut, on le mettait à 3 points, et avant de dérouler l'action, un post-up, un pick and roll, etc. Mais voilà, je trouve que pour le coup, on a bien senti sur ce match-là la présence défensive de Mobley, et d'ailleurs un peu l'autre côté aussi, un peu Jarrett Allen pour le coup. Quand c'était Mobley qui était sur le ballon, il y avait Jarrett Allen en deuxième rideau. Là encore, on voit une autre possession où Haliburton va essayer d'attaquer Max Strus dans l'espace, là, juste sur drive. Et qui est-ce qui vient depuis le côté faible ? On a Evan Mobley qui débarque, hop, côté faible, qui vient encore une fois faire en sorte que Haliburton va déclencher son tir bien avant le panier, parce qu'il voit arriver Mobley. Et donc voilà, ça fait un tir contré. Je crois qu'il y en a une aussi en début de deuxième mi-temps, un truc un peu comme ça, un truc du genre. Hop, où est-ce que ça doit être ? On doit être par là. Enfin bref, il y a aussi un contre pareil de Mobley sur Haliburton, pareil, en deuxième rideau. Donc ça, c'est un aspect assez important, et ce qui fait que, au final, hop, si on retrouve un peu les stats, hop, il faut que j'ai le Twitch devant les yeux, voilà, où sont les stats ? Au final, on a des Pacers qui ont été moins flamboyants au panier. Vous voyez, donc ils sont allés pas mal au panier, mais l'efficacité, elle est pas si bonne que ça. Alors que, en général, les Pacers sont quand même géniaux en efficacité au panier, parce qu'il y a du demi-terrain, mais il y a aussi tout ce qui est jeu de transition. Donc là, vous voyez que quand on enlève, là ils sont à peine à, on va dire, ils sont dans la moyenne. La perf au panier, 56e centile, donc une efficacité au panier qui est à peine mieux que 56% des autres matchs NBA. Et quand on enlève un peu tous les points faciles, tous les lay-ups en transition ou en semi-transition ou les trucs comme ça, en fait sur du vrai jeu au demi-terrain, je pense que la stat d'efficacité au panier est encore pire que ça en fait, pour le coup. Donc voilà la clé. Et puis non, autre aspect aussi, par rapport toujours à cette défense, vous avez vu que les Pacers ont pris assez peu de 3 points sur ce match-là, à peine 30% de tir, alors que d'habitude ils sont plutôt autour des 50. Je vais essayer de retrouver, mais on a eu aussi notamment une zone qui a été déployée, qui a été excellentissime, si j'arrive à la retrouver. C'était avec Mobley et Jarrett Allen. Alors attendez, où est-ce qu'elle était ? C'est peut-être deuxième quart-temps, je sais plus, je crois que c'est deuxième quart-temps. Mais non, là c'est possession offensive. Enfin bref, on a déployé une zone défensive, voilà, une zone 3-2. On va la montrer ici, un peu à l'image, comme ça vous l'avez un peu, un peu ici. Donc on est deuxième quart-temps, on a à la fois Jarrett Allen et à la fois Evan Mobley sur le terrain ensemble. Et le but c'est quoi ? C'est de mettre Jarrett Allen derrière, mais surtout donc Evan Mobley en premier rideau. Ce qui paraît un peu contre-intuitif avec ce que je viens d'expliquer. Mais en fait c'est cette idée qu'on fait une zone non pas 2-3 mais 3-2, donc 3 en haut et seulement 2 en bas. Et en fait Mobley on le met dans la ligne du haut, ce qui peut paraître bizarre, pour en fait juste qu'il utilise son volume défensif et sa capacité à couvrir beaucoup de terrain en premier rideau. Donc pour gêner notamment les pick and roll, pour gêner Haliburton, etc. Parce que la faiblesse d'une zone où t'es que 2 en haut et 3 en bas, on l'a déjà expliqué, c'est que quand t'es que 2 en haut, il suffit qu'il y ait un pick and roll, il y a 2 attaquants face aux 2 défenseurs, l'attaque rajoute un 3e shooter à côté et t'as un surnombre comme ça, en un claquement de doigts. Alors que là, quand on met 3 en haut, et donc notamment Mobley qui fait un peu le balayage, ça te permet de beaucoup mieux défendre, quoi, pour le coup. Donc voilà, là alors sur l'image il était pas bien au centre, mais voilà, là sur la zone on le voit bien, il est face à Haliburton, il est pile au centre de la ligne de 3, Evan Mobley, donc la longueur de bras qui est pile au centre du terrain, et qui va en fait empêcher les pénétrations plein centre, c'est un peu l'idée. Et en plus, je crois que sur la possession là que je suis en train de montrer, il y a Turner qui se met en deuxième rideau. Du coup, il va essayer de post-up Max Strus qui est dans la ligne du bas. Sauf que je crois qu'on va avoir une aide de Evan Mobley, de Jarrett Allen en deuxième rideau. Je crois, la voici.
Voilà, j'ai encore une bonne mémoire, ça me va. Je me suis pas planté, j'ai encore une bonne mémoire, voilà. Donc cette zone a fait beaucoup de dégâts, et c'est aussi grâce à cette zone qu'ils sont passés devant, qu'ils ont fait un run de plus de 20 points, qu'ils ont créé un différentiel de plus de 20 points. Donc voilà, un peu je trouve que le retour de Mobley a été clé là-dedans, dans ce match-là, par rapport à la protection de panier. Et puis voilà. Je vous lis aussi, pardon, je vous lis. Les Cavs ont bien neutralisé le jeu de transition. Mince, hop, j'ai perdu ma page. Le jeu de transition des Pacers. Ouais, je suis d'accord. C'est excellent comme stratégie. Veulent survivre. Si ils veulent survivre, ils devront hausser le ton et s'adapter au schéma adverse. Exactement. Mais comme on a dit, ils l'ont fait aussi par le rebond offensif qui te permet de faire en sorte qu'en face ça peut un peu moins se projeter. Mais ouais, je suis d'accord. Une bonne excuse pour arrêter de réviser les maths. Ce live, ouais, bah, bienvenue à toi, DRG 974. Après, on aime bien les maths sur le Basket Lab, donc bienvenue à toi en tout cas. Ils ont bien bloqué les lignes de drive de Haliburton, exactement, je suis d'accord. Nautilus Dieu, je suis d'accord, on l'a montré avec notamment Mobley dans cette zone. Salut Guillaume, salut Black Ganon, Lucas, salut à toi. Enfin une quotidienne à laquelle je peux assister, pardon. Eh bien, bienvenue à toi. Donc voilà pour la défense des Cavs qui à mon avis a fait sa meilleure perf défensive et comme dit, c'est pas tant le retour de Garland, c'est surtout une meilleure exécution, je trouve. Et puis donc parlons aussi de l'attaque des Cavs, si vous voulez bien. Pour moi, il y a un point clé sur la série, depuis le début de la série, qui est assez primordial, c'est que les Cavs vont beaucoup au panier, et surtout Mitchell va beaucoup au panier. Parce que regardez, au niveau des stats des Cavs, en fait, ça se voit pas trop collectivement. Ils sont à peine à 26% de tir au panier. C'est pas non plus des tonnes. À noter aussi d'ailleurs, parenthèse, 3e match de suite, où les Cavs ne shootent pas bien du tout à 3 points. Donc bon, un jour ça va sortir quand même. Un jour je pense que ça va sortir. Donc match 4, match 5, match 6. Faut peut-être s'attendre à enfin une bonne perf à 3 points des Cavs qui vont un peu gagner peut-être juste là-dessus. Mais bref, fin de la parenthèse. Mais non, moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'on arrive à faire aller au panier Mitchell. Et qui fait pas partie des stars qui font le plus de drive à mon avis. Enfin, pas à mon avis, c'est pas une star qui, voilà, c'est pas un Luka Doncic, c'est pas un LeBron James, c'est pas un Ja Morant, c'est pas un SGA. Il aime bien aussi les pull-ups parce qu'il est très compétent sur pull-up et sur jump shot. Donc voilà, il y a un aspect qui peut peut-être un peu être étonnant, mais je trouve qu'on a vraiment avec ce match-là de mince, je me suis trompé de highlight. Hop, c'est ici. Je trouve avec avec Mitchell sur la série, on arrive à le faire aller au panier et ça crée plein de décalages. Là, vous voyez que il loupe le tir à la fin, mais rien que là. Hop, si je mets en plein écran, vous allez voir, il attaque Nembhard, il va jusqu'au panier. Il y a aussi plein de configurations sur des switches, il y a des configurations sur des pick and roll à 2 écrans. Là, c'est un pick and roll un Spain par exemple, vous allez voir. Donc hop, un pick and roll classique avec Jarrett Allen, ok. Miles Turner reste en drop, donc il reste bas par rapport au niveau de l'écran pour contenir, sauf que on apporte un écran, un Spain screen, donc un back screen sinon. Spain c'est juste parce que l'Espagne utilise ce système. Bref, on va bloquer Miles Turner et l'empêcher de reculer avec un 3e écran, et donc ça permet à à Mitchell de débouler dans la raquette. Décidément, j'arrive pas à parler. À Mitchell d'aller cibler un peu Haliburton en 1 contre 1 et d'aller au panier, jusqu'au panier. Et c'est pas un hasard. Je crois qu'il a fait quoi ? Il a fait 48 points la dernière fois, le match d'avant, match 2 perdu. Il avait fait 48 points. Là, il est encore à plus de 43, je crois. Et le match d'avant, il avait fait des tonnes de lancers francs également. Mais parce que voilà, les lancers francs, ça se fait quand tu vas au panier. Et là, on est encore à 10 sur 14. Voilà, vraiment pour moi, c'est la grosse satisfaction, c'est qu'on arrive à faire en sorte que Mitchell aille au panier, et ça crée plein de décalages, ça crée plein de très bonnes choses pour l'attaque, parce que forcément c'est le cœur de la défense, c'est les tirs les plus rentables, soit lay-up, soit lancer franc, et on a ce truc de, si on peut faire un peu la comparaison avec Boston, par exemple, Boston, c'est un peu le reproche qu'on fait actuellement à des Tatum ou à des Brown, c'est ils prennent des pull-ups dans le périmètre, mais finalement les pull-ups ça peut ne pas être efficace, et quand tu vas pas au panier, t'as pas cette opportunité d'avoir des bons tirs au panier, d'avoir des lancers francs, et donc voilà. Là, Mitchell, je trouve qu'on contourne totalement ce problème. Donc c'est un peu génial par rapport à ce genre de tir qu'il est capable de générer, mais surtout le passing et le driving kick qu'il est capable de faire. Et il y a une création de chaos dans la défense qui est très très cool. Hop, je vous laisse un peu la highlight, j'essaie aussi de vous lire. Ça fait plaisir d'avoir que de la zone en NBA. Ouais, mais ça revient en force quand même depuis quelques temps. Mais ça vient aussi du fait que, tu vois, plus ça va, moins on respecte le tir à 3 points en NBA. Parce qu'on s'est rendu compte que, le 3 points c'est cool,
mais en fait le panier c'est encore plus important. Donc on a fait une surréaction dans les années 2010 par rapport aux 3 points, sans doute. Et depuis 5-6 ans, même peut-être un peu plus, on commence un peu à se dire bon, on va défendre de moins en moins le 3 points, quoi, pour le coup. Ça fait forcément penser à Boston qui s'entête notamment Tatum. Ouais, exactement Rio. Bah, bienvenue sur le chat d'ailleurs, premier message sur le chat. Exactement, c'est un peu le comparo entre les deux séries, je trouve. C'est qu'on a un Mitchell qui lui va au panier, qui utilise des pick and roll, qui pour attaquer Miles Turner et son positionnement, qui utilise des pick and roll à 2 écrans pour entre les 2 écrans ne pas prendre les deux mais se faufiler et aller au panier. Les pick and roll entre petits où parfois les Pacers vont switcher et vont lui donner à Liberton en 1 contre 1, il va jusqu'au panier. Parfois contre Nembhard, il va jusqu'au panier, etc. Donc c'est pas parfait, mais je trouve qu'on est vraiment sur de la pression au panier qui est très cool, quoi, pour le coup. Donc ouais, je suis d'accord. Il a fait un peu de driving kick aussi, exactement, Espadrille, tout à fait. Salut, je savais même pas que c'était mon premier message. Ouais, mais moi je le vois dans le chat, c'est marqué, mais en tout cas, bon, c'était là depuis un moment, ça fait plaisir en tout cas, que enfin tu envoies un message, mais merci pour votre présence, ça fait plaisir. Est-ce que Tatum s'entête ou juste il n'y arrive pas ? Je pense que c'est un peu quand même une tendance de Tatum depuis quelques temps par rapport à son jeu. Donc il y a peut-être un peu des deux, mais je veux dire, c'est pas nouveau. Donc bref, grand Mitchell encore une fois, qui est mis en route par l'attaque des Cavs, qui fait des bons cuts, etc. Garland pour l'instant, bon, il est revenu de blessure, pas grand chose à dire, je pense pour l'instant, il a pas fait un match énorme, 3 sur 11, 10 points. Donc ok, par contre, la satisfaction c'est Max Strus. Max Strus qui a fait, regardez, il fait 20 points et 7 assists, et même, notamment, Max Strus utilisé en fait en porteur de balle, et ça peut paraître assez bizarre, assez étonnant, mais ouais, Max Strus est utilisé en porteur de balle sur pas mal de séquences deuxième quart-temps, et on voit que ça marche, quoi. C'est pas juste le catch and shoot, le 3&D à 3 points, il y a aussi un aspect où il est carrément utilisé sur des pick and roll, sur des jeux à 2, sur des dribble and off, et c'est cool sur 2 aspects. C'est que premièrement, il est capable de faire ça, on le sait, hein, on avait vu depuis Miami des séquences, voilà, regardez, 3e quart-temps, pick and roll avec Jarrett Allen, c'est lui qui est le porteur de balle et qui fait la bonne lecture, voilà, il est en train de lire qu'est-ce que fait la défense, Turner qui reste en drop, donc j'avance, je lis le positionnement du défenseur côté faible, en l'occurrence côté faible side sur le roll ROLL de Jarrett Allen, donc je kick out à Mitchell qui est à 3 points catch and shoot. Voilà, donc c'est cool parce que il peut le faire. Deuxièmement, ça permet à Garland et Mitchell d'être aussi en catch and shoot pour des points plus faciles, et c'est des mecs de qualité pour le spacing. Et puis troisièmement, il faut aussi qu'on en parle, donc excellent match de Max Strus, mais ça permet aussi de ne plus avoir, malheureusement, mais notre ami Ty Jerome qui fait encore un mauvais match. Ty Jerome qui est encore à 1 sur 8, c'est pas sa série pour le coup. Je crois qu'il a mis un flotteur et puis c'est tout. Mais voilà, pour l'instant, on a Ty Jerome qui est pas du tout en forme, Est-ce que c'est étonnant ? Peut-être pas forcément. Alors que mon ordinateur bug, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on m'entend ou pas ? Est-ce qu'on m'entend ? Ça a bugué. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, ok. On m'entend. Bon, super. Excusez-moi, je sais pas ce qui est passé. Mon ordinateur a froze pendant quelques temps. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne voyais rien. Bref. On était où ? Ah oui, Ty Jerome qui a pas fait du tout qui fait pas une bonne série. Donc l'avantage d'avoir Max Strus qui peut un peu prendre des responsabilités, qui peut faire des pick and roll, etc. C'est aussi que finalement ça permet d'avoir Ty Jerome dans un rôle encore plus mineur. Donc si Ty Jerome ne fait pas son match, c'est pas grave. Là, il était quasiment en 4ème option, 5ème option offensive. Bon, c'est pas grave si ta 5ème option offensive, elle a une variance et qu'elle fait pas son match. Alors que match 1 et 2, Ty Jerome, il était 2ème option offensive, sans Max Strus, enfin Max Strus avec moins de ballons, et sans Garland. Donc là, tu récupères Garland, c'est bien. Max Strus, tu le responsabilises en pick and roll et en porteur de balle, c'est bien. Voilà, c'est quand même très très cool, quoi. Parce que tu dépends pas autant d'un joueur avec beaucoup de variances. Peut-être on peut le formuler assez simplement de telle manière. Tu penses que Jérôme sous-performe ou alors qu'il était en sur-régime en fin de saison ? Je pense que c'est sa nature un peu. C'est un joueur, comme on dit, à variance, quoi. On va pas dire scoreur à micro-ondes, mais parfois un peu, quoi. La qualité de ses tirs est pas top. Parfois, il arrive à les mettre tout de même, mais en vrai, c'est un mec qui va avoir beaucoup d'irrégularité dans ses performances un peu tout le temps. Alors en saison régulière, on s'en rend pas compte parce qu'on regarde pas non plus tous les matchs des Pacers, des Cavs tout le temps. Mais tu vois, je pense que si on va regarder un peu au niveau des box scores toute la saison, il y a des irrégularités.
Je veux dire, s'il joue 20 minutes par match, alors que malgré tout il fait des coups de chaud, c'est qu'il y a aussi des coups un peu plus froids. Parce que s'il était tout le temps à ce point, je sais pas moi, à 30 points, à 25 points par match, tous les matchs, bon, mais il jouerait plus, quoi. Donc non, je pense que c'est juste la nature du mec qui est aussi là. Enfin, c'est un mec avec de la variance, donc qui est aussi lié à sa qualité de tir qui est pas top. Donc parfois c'est tough shot qu'il met, et parfois c'est tough shot qu'il met pas du tout, quoi. Donc ouais. Tu vois, 20 minutes par match, 12 points et demi cette saison. Mais tu vois, si on fait l'écart, on a des perfs à 33 points, 29 points, 26 points, 26 points, 25 points, 25 points, 24 points, etc. Tu vois, de l'autre côté, il y a aussi un bon paquet de matchs où en fait, soit il joue pas, il joue peu. Ah, bah attends, toi, newsletter, basketball référence. Bref, des matchs à 3 points, 4 points, 5 points. Vous voyez, c'est la variance un peu normale de ce genre de joueur, quoi. On parle pas d'une star, donc c'est un peu normal. Mais c'est pour ça que c'était problématique sur les matchs 1 et 2. C'est que tu te reposais, tu attendais beaucoup de création d'un mec qui est pas forcément génial, et en plus maintenant avec le retour des autres, bah c'est bon, tu peux un peu plus voir ça comme un bonus, en fait. Tu peux un peu plus voir ça comme ah tiens, si Ty Jerome sort de sa boîte et nous met 25 points, il nous gagne le match, bah tant mieux. Mais s'il le fait pas, c'est pas grave, on peut se reposer sur d'autres moyens de création. Ça doit être une des pires séries depuis un moment sur les pourcentages au tir. Ouais, je pense. Mais après, les Pacers restent aussi en drop, ce qu'on appelle le drop. Donc ils restent très bas par rapport aux écrans. Et en fait, on lui laisse la zone à mi-distance à Ty Jerome. Et il a un flotteur qui d'habitude est très bon. Là, le flotteur rentre pas. Mais le truc, c'est que, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a un côté où Turner va rester très bas par rapport aux écrans. Je vais le mettre en plein écran là. Hop. Turner reste assez bas par rapport à l'écran, donc on laisse venir, et on donne pas le lay-up au panier, on te laisse prendre le flotteur. Donc parfois il le met, et parfois il va juste ne pas le mettre, et il est pas en réussite. Ça c'est clair, il est pas en réussite. Lost in Transition NBA, salut Camille. Je suis à table, mais je voulais rapidement passer pour savoir ce que vous aviez pensé de la prestation de Mark Jones au commentaire de Denver. Bon, on va pas en parler. C'est aussi ses premiers playoffs. Ty Jerome, il découvre une nouvelle adversité. C'est vrai. Après, il a été champion NCAA quand même. Champion NCAA avec DeAndre Hunter d'ailleurs. Virginia 2019. DeAndre Hunter, Ty Jerome, Kyle Guy aussi. Et mince, comment il s'appelait là, ce grand intérieur mobile, je sais plus, mais bref. Non, mais peut-être aussi. Mais après, voilà, c'est juste que il faut avoir conscience que c'est un mec à variance. C'est un mec de banc. C'est un 8ème homme qui peut péter parfois très haut, et aussi le reste du temps, bon, bah, c'est un peu plus bas, quoi. Mais c'est normal, ça fait partie un peu de ce côté, de ce genre de joueur. C'est un peu comme Buddy Hield, hein. Buddy Hield, il nous sort un match 6, match 7 pardon, qui est génial, mais il faut pas s'attendre à un match 7 tout le temps, quoi. Bah sinon le mec serait titulaire, All-Star, etc. Donc ouais, Ty Jerome qui fait des matchs à 33 points contre Boston à tous les matchs, bon bah, on parle d'un All-NBA, quoi. Donc voilà. Ty Jerome est bon une fois tous les 6 ans. C'est un peu l'idée, ouais. Non, quand même pas tous les 6 ans, mais ouais. Mais d'où l'intérêt d'avoir d'autres atouts. Donc plus de créateurs, Max Strus qui est beaucoup mieux, Sam Merrill qui d'ailleurs aussi est pas mal, hein. Sam Merrill qui fait son match, alors là non, hein, vous avez vu qu'il fait 1 sur 5 sur le match, mais qui est très utile pour les pick and roll entre petits, pour venir impliquer Haliburton dans les écrans et sur l'action. Donc comme ça, soit Garland, soit Mitchell peut un peu le cibler selon ce que ça fait comme action. Mobley aussi est revenu, ça fait aussi un créateur balle en main assez intéressant, un de plus, ce qui permet de repousser vers le bas dans le bas de la rotation, pardon, Ty Jerome. Et puis on l'a dit aussi, hein, les points sur rebond offensif et sur lancer franc qui expliquent un peu tout. Et là où c'est très 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 encourageant, je pense pour les Cavs, c'est que bon, on était à 2-0, aussi avec des blessures et aussi avec un peu un manque de chance, ou en tout cas manque de chance, j'ai pas envie de dire manque de chance parce que ça fait genre, c'est pas de leur faute, mais des fins de match un peu mal gérées ou qui sont pas tombées de leur côté, peut-être, on peut le dire comme ça. Après t'avais des blessures, mine de rien, et là tu tapes un 130 d'offensive rating alors que tu shootes pas bien. Mais alors qu'on peut s'attendre légitimement à ce que tu shootes beaucoup mieux sur le reste de la série, ou sur d'autres matchs en tout cas. Sur au moins quelques matchs, tu vas mieux shooter, mais donc là, ça shoot pas bien à 3 points, et ça fait quand même un 130 d'offensive rating. Voilà, pour moi on retombe un peu plus sur la physionomie de la série que j'attendais, c'est-à-dire une défense d'Indiana qui souffre un peu face à cette attaque de NBA, cette meilleure attaque de NBA qui était capable de faire plein de choses, et là encore, on avait parlé en preview, mais les Cavs ne vont pas tout le temps, pas souvent au rebond offensif, mais c'est peut-être une carte à jouer, disait-on en preview. Bah là on a un peu raison, pour le coup, pour une fois que je dis un truc qui est vrai. On rigole sur Ty Jerome, mais les Warriors le prendraient bien en ce moment.
Peut-être, hein. Mais il l'avait, Ty Jerome, je crois qu'il est passé partout, non? Il est passé par le Thunder, il est passé par les Warriors, peut-être en 2020, non? La fameuse année des Warriors. Mais bref, salut Ringo, bonjour à toi. J'espère que le costume n'est pas trop grand pour Jérôme parce que les Cavs auront besoin de 9-10 gars en forme. Oui, mais le costume de 8ème ou 9ème homme qui peut nous faire un match bonus, c'est pas trop grand. Le costume de tu es la deuxième source d'attaque, ça c'est trop grand. Ça on est d'accord peut-être. Donc voilà. Bref, voilà pour ce match. On a fait une petite demi-heure, je pensais pas qu'on ferait autant, mais voilà pour ce match-là. Donc quand même plutôt encourageant parce que pas de 3 points, pas un bon Garland, et pourtant, ça a gagné. Donc tant mieux. Et puis donc on passe au deuxième match. Est-ce que vous avez vu le deuxième match? J'espère que oui, c'était quand même le plus intéressant. Oui, il était pas longtemps. Ty Jerome, je dirais 2023. Aux Warriors, ouais, c'est ça. 4 ballons perdus en 47 secondes, ça fait beaucoup. Une baisse du pourcentage à 3 points est une constante pour les équipes en playoff. De quoi tu parles, Espadrille? Des Pacers, c'est ça? Ouais, non, je crois pas. Je ne sais pas. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais précise-moi. Bref, donc deuxième match. Nous avons Denver à la maison qui sécurise la deuxième victoire de la série contre OKC, 113-104. Victoire en prolongation de Denver après encore un tir clutch de Gordon qui décidément ne s'arrête pas. Qui m'a fait penser, je sais pas si vous avez connu vous, Aaron Harrison, qui était à Kentucky à l'époque, l'équipe avec Julius Randle, avec son jumeau Andrew Harrison. Aaron Harrison, c'était un arrière. Un arrière qui a fait une saison décevante, alors que c'était un top lycéen. Mais sauf que Kentucky va en finale, pourquoi? Parce que Aaron Harrison, il met tous les tirs clutch de l'équipe de Kentucky en 2014. Là, on a Gordon aussi qui est en feu. Donc bon, évidemment, on peut commencer par ça. Et puis la domination aussi en overtime, en prolongation. Donc ouais. Parle-nous de la série que fait Peyton Watson. Ah ouais. On l'avait dit ou on l'avait pas dit? Ouais, Watson, assez cool quand même. Hein. Il met 2-3 points sur le match, il fait un contre spectaculaire. On peut se le mettre à l'écran là. Je sais pas si vous l'avez vu. Le contre en deuxième rideau, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Il est ici, sous le panier en deuxième rideau, sur Chet Holmgren. J'essaie de le mettre au ralenti un peu là. Boum. Ça c'est les longs bras de Peyton Watson, c'est quelque chose hein, quand même. C'est assez spectaculaire. Bref, donc on disait 113-104. Très bien. Prenons un peu les stats un peu plus intéressantes. À présent, hop. C'est ici. Vous voyez que niveau perf offensive, la physionomie du match, on est sur un match défensif, clairement. Donc on n'a pas genre les Nuggets qui ont réussi à se sortir totalement des schémas défensifs étouffants de la part d'OKC du match 2. Non, pas tant que ça. Hein. Denver score à peine 108 points, allez, presque 109 par 100 possessions. C'est pas mal, mais c'est 38e centile. Bon, voilà, c'est pas non plus une surperformance offensive. Et de l'autre côté, OKC est à peine à 99 points par 100 possessions. Donc voilà, on est vraiment sur un match défensif. On n'est pas sur un match où chacune des équipes a trouvé une solution face à la défense de l'autre. Non, gros match défensif. D'ailleurs, point clé, on l'a dit toute la série, on l'a dit en preview, on va continuer à le dire, mais point clé avec OKC, c'est ça, c'est le pourcentage à 3 points, notamment des role-players. Mais il y a un aspect qui est évident, où on sait que la défense de Denver va se resserrer autour de SGA, donc pour essayer de lui faire lâcher la balle, en l'occurrence, le point de bascule de la série, c'est quid du shot-making des role-players. On a vu que match 1, les tirs rentraient pas, ils ont perdu le match. Il y a une certaine corrélation alors qu'ils auraient pu le gagner, mais bref, match 1 ça rentrait pas. Match 2 c'est beaucoup mieux rentré, beaucoup plus rentré, niveau 3 points, je crois qu'il était quoi? Il était à 40% je crois à 3 points. Un truc comme ça, je vais aller vérifier. Mais voilà, match 2 ils ont quand même un peu mieux shooté. On est ici, ouais, 42% à 3 points pour OKC sur le match 2, donc ça aide. Et match 3, on est de nouveau à 26%. Donc clairement, pour moi, il y a un aspect où, en fait, il y a cette philosophie de Denver de resserrer le terrain autour de SGA pour le forcer à lâcher la balle. Ce qui paraît assez logique, hein, pour le coup, surtout quand tu as un casting autour qui est pas hyper calé en 3 points. Quoi. C'est surtout des line-up défensifs. C'est des shooters qui sont bons, parfois très bons en saison régulière, mais qui n'ont pas toujours une hyper grande respectabilité à 3 points, qui n'ont pas toujours un bon shot making, et même plus que ça en fait, c'est pas des shooters à haut volume. Donc en fait, même si genre ils sont, je sais pas moi, 38%, 39% en saison régulière, c'est pas un 39% sur 12 par match. Donc c'est pas des mecs qui en soi vont volontairement tenter 23 points dans le match s'ils ont 20 opportunités. Je pense pas. D'ailleurs, vous voyez que la fréquence de tir de 3 points d'OKC est pas si grande que ça. À peine 30% de 3 points. Donc non seulement ils n'ont pas mis beaucoup, mais ils n'en ont même pas tenté beaucoup. Donc ouais.
Et le Carlight, bienvenue dans le chat d'ailleurs, nous dit 0% dans les corners à 3 points. C'est chaud de gagner un match de playoff avec cette stat. Exactement. Alors c'est pas 0%, c'est le 0e centile. Ils ont pris 3% de tirs dans les corners. Donc 0e centile en termes de fréquence. Ah oui, pardon, t'as raison. Ils sont aussi à 0% d'efficacité dans les corners. T'as raison. Donc ouais. Mais après, ça, il y a un aspect où OKC, c'est pas une équipe qui va générer des tonnes de tirs dans les corners, hein, pour le coup. C'est pas une équipe comme ça, ils prennent des tonnes de 3 points, ils en prennent beaucoup, un peu en haut de l'arc, on va dire. Mais oui, c'est un tir hyper rentable, donc si t'es pas capable de le débloquer, c'est un problème. Vous voyez aussi, stat clé, c'est qu'ils sont allés pas mal au panier, 35% de tirs au panier, mais excellente défense de Denver qui a autorisé que 56% d'efficacité au panier, c'est une très mauvaise efficacité autorisée au panier. Et en plus, OKC, à peine pas beaucoup de lancers francs. Ils sont en termes de taux de lancers francs à 14-15%, c'est dans le 26e centile à peine. Et je vais prendre quand même le chiffre un peu plus brut, ça vous parlera sans doute un peu plus. Ils sont à peine 22 lancers francs sur le match. Voilà, 22 lancers francs, et surtout Shai n'en a eu que 5. Donc ça c'est aussi un point clé. Et c'est un peu dommage parce qu'en plus il a fait son match, hein, Jalen Williams pour le coup. Donc c'est un peu dommage de tomber sur une perf un peu moins bonne de Shai. Après, je trouve que les gens sont un peu sévères sur Twitter. Je trouve pas qu'il ait été si cata que ça. C'est juste aussi qu'il y a des bons schémas en face, quoi. Donc je t'emparais un peu par rapport aux critiques qui sont faites sur Shai. Mais ouais. Quid de Isaiah Joe? Ouais, bah il est pas fou. Hein. Isaiah Joe sur la série est pas génial. Il est où Isaiah Joe? Il est là 1 sur 2, 3 minutes. Et c'est vrai que je trouve que match 2, on avait retrouvé un peu. Oups, pardon, je tapais le micro. On avait raté. Oui, la fin de match est ratée, ouais. Pour HDI, t'as raison. Bon, après, raté. Enfin, oui, si. Je le concède. Je le concède. Mais ouais, non, mais Isaiah Joe, pour moi, fait un peu partie de ces contre-moves évidents. Si tu veux surcharger le terrain, si tu veux faire les fameux stunts, donc si tu veux bouger le terrain en tête de raquette pour forcer SGA à lâcher la balle et pour l'empêcher de driver, il faut que tu aies des shooters sur les ailes, soit pour dissuader les aides et dissuader ce dézonage, soit pour punir quand ce dézonage est fait par un défenseur. Donc comme ça, s'il y a un mec qui dézone et qui vient à l'intérieur, SGA fait la passe à Isaiah Joe qui peut punir à 3 points. Donc là, c'est vrai que je pense qu'on peut s'interroger sur le pourquoi il n'y a que 3 minutes. Alors, la raison, elle est sans doute défensive, peut-être, mais voilà, un peu dommage parce que pour moi, c'est l'arme anti-stunt parfaite, quoi. Entre lui et Chet, et je crois que Chet non plus fait pas. Voilà, Chet est encore une fois 1 sur 6 à 3 points. Alors, c'est peut-être pas que des stunts, mais j'ai des souvenirs aussi sur des stunts où il prend pas le tir nécessairement, ou alors il le loupe. Là, c'est un système, par exemple, système favori du Thunder, regardez. Hop. On remonte la balle en transition ou en semi-transition. Il y a un écran qui est fait d'une aile sur l'autre pour libérer un 3 points pour Chet. Sauf qu'il ne le met pas. Donc voilà, il y a plein de cas de figure comme ça. Et en fait, t'es sur une série où Denver va rétrécir le terrain depuis les ailes. Tu as aussi une série où tes deux meilleurs atouts anti-stunt, anti-aid, c'est Chet et c'est Isaiah Joe, pour moi, hein, les deux meilleurs shooters, les deux meilleurs stunt beaters, on va dire, avec le shoot, et aucun des deux te fait une bonne série pour l'instant au shoot, en tout cas. Donc ouais. Il avait été pas mal utilisé l'an dernier contre Dallas. Exactement. Je trouve ça dommage de pas le tenter. Bah, je suis d'accord, mais tu vois, même l'an dernier, j'avais un peu je me souviens, on avait fait pas mal de décryptage vidéo de la demi-finale, et il y avait des matchs où ça alternait un peu. Je crois qu'ils perdent quoi? Ils perdent 4-1, 4-2, je sais plus exactement, mais en milieu de série où OKC chope un match, il y avait ce truc de ah tiens, enfin, on a réussi, on a mis l'accent sur Isaiah Joe et sur Chet Holmgren dans les ailes, sur le côté anti-stunt. Mais ça n'avait pas été le cas sur toute la série, donc c'était un peu décevant. Mais ouais. Captain Yann Solo, bonjour et bon appétit. Bah toi aussi. Ok, ici pression du favori. Oh pardon, j'arrive pas à lire le reste du message. Évidemment, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Pression du favori combinée à la jeunesse, ça n'aide pas. Ouais. Pour moi, il y a aussi des explications tactiques, hein, pour le coup. Et puis, faut pas oublier que là, ils perdent en prolongation le match 3. Bon, prolongation est mal gérée, mais je veux dire, quand t'es en prolongation et que t'aurais pu gagner le match sans un 3 points clutch de Gordon, bon, il n'y a pas tant que ça à la pression. Je veux dire, si on est à un tir raté de OKC qui est à 2-1, et puis même pareil au match 1. Match 1, c'est un tir un peu fou d'Aaron Gordon. Match 1, ils sont pas loin non plus de gagner le match, quoi. Donc après, c'est aussi une erreur. Hein. C'est une erreur dans une série comme ça. Tu peux pas te permettre de perdre, de laisser passer des matchs comme ça où t'es bon.
Mais donc c'est pas pour dire tout est bien fait, parce que il faut aussi leur imputer parfois ce côté, ce qu'ils font mal sur des fins de match. Mais je veux dire, on est à quelques tirs près de OKC qui est à 3-0 alors que ça joue pas très bien, quoi. Donc dans l'idée, certes il y a un peu peut-être un aspect de jeunesse et d'expérience, mais tactiquement il pose quand même pas mal de problèmes à Denver aussi, quoi. Donc voilà, je vois pas de progression du coaching entre l'élimination versus Dallas et cette post-season, dit Pipa. C'est vrai que je suis un peu sur ma faim. Je suis un peu sur ma faim là-dessus, comme tu dis, où voilà, on le dit, on a un peu les mêmes éléments de versus le stunt. On a un peu les mêmes interrogations ou les non-ajustements ou ajustements un peu lents, etc. Après, à quel point c'est pas aussi, tu vois, dû au personnel. De à quel point est-ce qu'il a les armes pour ça, parce que Isaiah Joe c'est un profil intéressant pour l'attaque mais qui a un énorme compromis défensif et sans doute qu'il y a cet aspect où il veut pas peut-être mettre trop de Isaiah Joe parce qu'ensuite ça se fait cibler en défense et que tous les points que tu gagnes en attaque tu les perds en défense, peut-être mais je veux dire c'est pas comme si il avait un matos en or pour battre une défense qui se resserre autour de SGA non plus. Je pense qu'il pourrait faire mieux en termes de play calling, je te rejoins, mais je veux dire il a pas genre un matos en or et qu'il l'utilise pas, quoi. Donc peut-être pour ajouter un peu de nuance, si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais. Comme les Clippers au premier tour, finalement, Denver est hyper performant dans les matchs de traînard. Ouais, ça c'est un peu. C'est quand même ça, un peu la leçon aussi. Alors je sais pas si c'est. Vu que c'est une équipe qui a déjà gagné et qui a gagné des fins de match, on va dire. Le cœur du champion, l'expérience et tout, et peut-être, mais ouais, ils ont un truc, cette post-season, mais est-ce que c'est rassurant ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est rassurant ou par rapport au fait qu'ils gagnent que des matchs disputés, ou est-ce que justement il faut pas voir qu'ils n'ont pas tant de marge que ça, quoi. Donc est-ce qu'au final ça en dit pas beaucoup sur est-ce qu'ils pourront aller au bout, alors qu'en fait ils n'ont pas tant que ça de marge que ça, et que pour l'instant tous les tirs clutch sont rentrés, mais qu'ensuite ça rentrera pas? Je ne sais pas, mais ouais. Encore une fois, une erreur à mi-saison de ne pas avoir tenté un shooter genre Cam Johnson. Exactement. Ça, je suis un peu d'accord. C'était un peu le coup à faire. Mais tu sais, même l'an passé, c'est Gabuche qui fait ce commentaire dans le chat. Même l'an passé, tu vois, ils vont chercher Gordon Hayward. Bon, c'était un peu pour un move financier, d'accord. Mais l'an passé, à part Hayward, il n'y a aucun move. Alors que quand t'es à ce point près du titre et que t'es un vrai candidat au titre, c'est un peu dommage de pas faire un all-in, quoi. Mais bon. Bref, donc revenons un peu sur la tactique. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs, un très bon match de Denver par rapport au stunt, justement, par rapport à boucher le terrain, par rapport à empêcher SGA de progresser. Donc c'est aussi là-dessus où il y a un aspect de finalement, mince, où est-ce qu'on est? Hop, on va prendre les tirs de SGA peut-être. Il y a un aspect pour moi où c'est pas que SGA. SGA, regardez, si je fais pause à ce moment-là, vous allez voir. Il y a un mur là, vous voyez qu'il y a un mur. Donc en fait, il peut pas développer son jeu d'habitude parce qu'il peut pas aller au panier. Le SGA est le meilleur driver de NBA, c'est le mec pas le plus efficace, je crois pas, parce qu'il y a quand même Luka Doncic, mais le plus prolifique au panier, qui fait le plus de drive. Mais là, il y a pas l'espace pour faire un drive, regardez. On a les fameuses stunts, donc on a ici Christian Brown qui dézone par rapport à Lou Dort qui a une passe près, et en fait, SGA peut pas driver. Donc là, face à un mur de 3, Gordon, main droite, porteur devant, et main gauche, Christian Brown, il est obligé de prendre le pull-up. Il peut pas faire autrement, donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Autant parfois sur Tatum, face à des switches, il va pas au panier, alors que Boston a un top spacing. Ça, pour moi, on peut lui imputer un peu plus à Tatum. Là, vous voyez l'idée, comment il fait pour aller au panier, alors qu'il y a 3 devant lui, il y a aussi Jokic qui est derrière, et il y a Jamal Murray qui est pas loin. Le spacing est pas bon, est pas assez bon. Et c'est dommage, on n'a pas vu autant les bons petits systèmes qu'on avait vu du match 2 où on avait développé cet aspect de on le faisait attaquer sur des side pick and roll notamment, donc on vidait toute la ligne de touche, tout un côté était libéré, on le faisait attaquer de ce côté-là, donc un côté où il n'y aurait pas de stunt, un côté où il n'y aura ni attaquant ni défenseur, et donc il n'y a personne qui peut le stopper en début de drive, et donc une fois qu'il est lancé, il peut attaquer le panier, il n'est pas stoppé en premier rideau, il peut aller en deuxième rideau, il peut pénétrer assez loin. Voilà. Après, il y a aussi des fois où Denver n'a pas parfaitement exécuté ça. Regardez ici, notamment Westbrook. Westbrook, pour moi, est un peu en retard sur le stunt ici, c'est-à-dire qu'il ne dézone pas assez, il vient pas boucher l'espace très tôt dans la possession, et SGA peut aller carrément sur un espèce de flotteur à mi-distance. Mais bon, à part ça, il n'y a pas eu que ça. On a vu que, hop, regardez, si on prend des trucs de deuxième mi-temps notamment, il subit quasiment des prises à deux. Regardez là encore, on a SGA qui tente d'attaquer en isolation notre ami Christian Brown, sauf que on a Gordon qui dézone totalement.
qui vient boucher l'espace. Ici, vous voyez à quel point SGA est obligé d'arrêter son dribble, parce qu'il y a Gordon qui vient là et qui vient tenter d'intercepter la balle. Donc il est obligé de tuer le dribble, d'arrêter le drive, hop, de s'arrêter là. Et à partir de là, le drive est un peu fini, quoi. L'action est un peu gâchée, quoi. Donc l'excellent travail sur de la défense de homme à homme de la part de Denver, là encore. Vous voyez que la deuxième mi-temps, c'était que ça, un terrain surchargé autour de lui. Là, c'est quoi? C'est Jamal Murray qui était en switch, plus Christian Brown qui est pas loin. Et là encore, vous voyez qu'on essaye de mettre Chet Holmgren, qui est un bon shooter, on le met à une passe près ici sur l'aile, sauf qu'il n'est pas servi. Et c'est un peu dommage. Donc là, en termes de lecture aussi, peut-être que je dis il faudrait faire mieux. Plutôt que driver main droite, là tu drives main gauche pour venir fixer l'aide, et comme ça, une fois que l'aide est fixée, tu relâches tu passes à notre ami Chet Holmgren qui peut tirer à 3 points. Donc voilà, c'est vrai que la lecture n'a pas été bonne. Les lectures n'ont pas toujours été bonnes sur HDA qui, en fait, je sais pas si vous voyez, mais la fin de match a été que pick and roll entre petits et que ciblé du Jamal Murray. Voilà, quand même. Et Denver, qu'est-ce que ça faisait? Pour concéder aucun décalage, finalement, on switchait automatiquement. Et sauf que le but, c'était de switcher et de proposer un contre 1, d'attirer vers ce 1 contre 1, mais d'aider derrière, en fait. Excusez-moi, je m'étouffe. Mais voilà, il y a un aspect où, à mon avis, Denver a un peu gagné comme ça aussi. Ok, on te laisse le 1 contre 1, toi t'as envie de l'attaquer, sauf que c'est pas un vrai 1 contre 1, parce qu'il y a un mec main droite, il y a un mec main gauche, et il y a aussi un mec sous le panier. Vous voyez Jokic sous le panier. Donc en fait, c'est un contre 1, c'est un mismatch, mais tu peux le punir qu'avec des pull-ups. Tu peux le punir que en prenant le shoot par-dessus. Or, c'est quand même pas une situation très rentable, et malheureusement, il n'a pas été en réussite. Ça aurait pu être une autre affaire, de type Jalen Brunson contre Boston. Souvenez-vous, qui met des pull-ups sur Alorford, alors qu'il y a des aides derrière. Bon, ben voilà, là, tu peux aussi punir par un shot-making de folie. Là, on ne l'a pas eu. Donc en effet, ça, c'était un problème sur sa deuxième mi-temps, les pick and roll entre petits et la capacité de Denver à rétrécir le terrain. Donc c'est évidemment un problème. Lecture de SGA qui n'ont pas été top. Beaucoup de tirs contestés, c'était pas top, etc. Après, il faut aussi dire qu'on a dégainé une zone côté Denver en début de match. Je vais essayer de la retrouver ici, hop, sur mes extraits un peu découpés. Hop. Je sais pas si on va la voir ici, mais grosso modo, on avait... Ça bug ou quoi? Voilà. Est-ce que vous la voyez ici? Je la mets un peu à l'image. Hop, on a une zone 2-3 en fait, donc Brown et Jamal Murray en la ligne du haut à 2 et 3 derrière avec surtout, c'est aussi ça qui est important, c'est pas Jokic qui est plein centre de la zone, c'est Gordon. Donc c'est Gordon qui est proche, qui est sur la zone, et en fait Jokic on essaie de le planquer sur un côté. Donc vous voyez que c'est vraiment pour essayer de faire une zone pour stopper les pénétrations aussi. Pour stopper les pénétrations de Jalen Williams, de OKC, de SGA, pardon, j'arrive plus à parler. Et il y a un aspect où tu fais une zone, tu empêches tout ça. Et en plus, tu mises sur le fait que OKC n'aura pas le shoot pour te punir cette zone. Et en effet, ça a été le cas. Ni en termes de fréquence, ni en termes d'efficacité, ils ont fait une bonne série. Donc au final, t'es une zone qui a parfaitement marché sur la première mi-temps, je trouve, qui a eu de très très bons résultats. Parce qu'en fait, t'as réussi à maintenir un peu le Thunder à l'extérieur, quoi. Donc ça, c'était très cool. Et ajustement qu'a fait le Thunder, vous allez voir, c'est qu'au bout d'un moment, vu qu'on sait que c'est une zone et vu qu'on sait que Jokic est sur un côté de la zone et pas plein centre, on envoie SGA de ce côté-là. Et en fait, vous allez voir, on crée de facto un 1 contre 1. On fait regarder cut ici de Hartenstein, SGA qui va remonter, et en fait, de facto, on a SGA qui est obligé, Jokic qui est obligé de couvrir SGA. Voilà, et donc ça crée isolation. Et donc on le fait attaquer ici. Voilà, c'est un peu l'idée d'aller cibler un tel ou un tel dans une zone. Mais bon, ça a pas tant marché que ça, quoi, pour le coup. Bref, donc la zone, un bon point de la défense de Denver. Et parmi les satisfactions tout de même de ce côté-là du terrain, je trouve que c'est quand même Jalen Williams qui fait une bonne série, pour le coup. Enfin, un bon match ici. Mince, on n'a pas ces tirs, on n'a pas les vidéos. Dommage. Est-ce que... Non plus, on n'a pas les vidéos ici. Bon, c'est pas grave. Bon, Williams fait quand même une bonne série, un bon match, plus, décidément. Un bon match 3, je l'ai trouvé beaucoup plus agressif, notamment pour aller au panier, pour aller essayer de battre le drop défensif de Denver, qui se dit on peut rester bas par rapport au niveau de l'écran, et on va pas être puni parce que Williams n'est pas hyper agressif. En l'occurrence, je l'ai trouvé assez agressif pour attaquer le panier, pour aller essayer
de punir Jokic et son positionnement un peu bas. Donc voilà, entre ça, plus le 3 points, plus aussi le partenaire de pick and roll qui était Hartenstein, qui a mis ce genre de flotteur là contre le drop. Il a mis des petits flotteurs dans la raquette. Je trouve que le jeu à deux fonctionnait assez bien entre Williams et Hartenstein, donc c'était cool, mais voilà, quand Denver arrive à limiter à ce point SGA, c'est vrai que ça devient compliqué. Je vous lis avant de passer de l'autre côté du terrain. Surtout qu'avec les pics qu'ils avaient en réserve, Cam Johnson ou ce genre de profil, c'était un all-in. Non, c'était pas un all-in total. Oui, ils ont de la marge. Ils ont de la marge, donc effectivement, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu dépenser un peu d'argent et tout de même en avoir beaucoup. C'est un peu l'idée, ouais, exactement. Mais imaginons cette série avec un Cam Johnson qui peut être sur le terrain. Bon, c'est un Cam Johnson, grosso modo, c'est Isaiah Joe, mais qui est viable en défense. Ou alors même, tu peux t'imaginer un peu les deux ensemble. Ou alors même, tu peux t'imaginer des line-up, pas tout le temps, mais des line-up avec SGA et surtout avec Isaiah Joe, Cam Johnson, Chet Holmgren et je sais pas moi, et Jalen Williams. Un peu en mode spacing pas parfait, mais quand même beaucoup, quoi. Donc ouais. J'essaie de vous lire. Il y a des gens sur Twitter, c'est ça, qui ont essayé d'expliquer que Lou Dort était un gros shooter alors qu'il était abandonné à H24 en playoff. Non, mais après, il sort quand même de 2 saisons à 3 points qui sont très satisfaisantes, hein, Lou Dort. Donc plus les saisons passent, plus il va être respecté, à mon avis, à 3 points. Mais c'est juste que là, je veux dire, on est dans une NBA où parfois, je le rappelle, mais parfois ça n'hésite pas à abandonner un mec comme Tatum côté faible pour protéger le panier. Donc voilà, si on abandonne des Tatum ou des mecs comme ça, en fait il n'y a que Curry. Il n'y a que Curry quand il est côté faible, quand il est à 3 points, quand il est sur l'aile. Il n'y a que Curry qu'on défend encore de manière... oula, c'est la panique, faut pas qu'on le lâche. Mais sinon il y a quand même une majorité de joueurs où si le mec est côté faible, non, on va protéger le panier. Donc je veux dire, c'est même pas forcément honteux par rapport à Lou Dort, c'est juste que c'est comme ça, quoi. On préfère laisser des 3 points pour mieux protéger le panier. C'est totalement lié. Et c'est pour ça que j'en parlais comme point de bascule, parce que en fait, ils vont être abandonnés. Même Chet Holmgren, hein, tu vois, la différence entre Lou Dort et Chet Holmgren, elle est pas si grande que ça. Le traitement est le même. Et pourtant, Chet est vu comme un bon shooter et peut-être parfois Lou Dort un peu moins bon. Mais en fait, les deux sont abandonnés. Il n'y a pas de différence. Ils sont abandonnés et on parie sur le fait que on va surcharger le terrain et boucher l'espace sur SGA et le forcer à lâcher la balle ou alors à prendre ses pull-ups un peu nuls. Et on parie sur le fait que les mecs ne mettront pas leur shoot. Et encore, t'as un 2 sur 5 de Caruso qui a mis un pick and pop et encore un 3 points dans le corner, je crois, sur ce match-là, mais ouais. Donc voilà. Que dire de plus, je crois qu'on est pas mal entre la zone, entre la fin de match, les pick and roll entre petits, le terrain qui a été bien bouché. Je crois qu'on a à peu près tout dit, le principal en tout cas. Non, je crois qu'on a tout dit, à peu près. Ah si, la transition, ouais. Hop. Alors attendez, je retrouve la fenêtre, les stats, etc. Voilà. Ok, ici n'a pas tant que ça pu insister en transition ici. Vous avez vu, pas tant que ça de fréquence, pas tant que ça d'efficacité en transition, donc pas des tonnes de points bonus sur la contre-attaque. Alors qu'on sait que c'est une bataille un peu clé aussi, parce que Denver est pas bon en défense de contre-attaque, et de l'autre côté, OKC peut être génial. Donc je crois que c'est le match 2 où OKC a gagné, et c'était beaucoup de points de contre-attaque. Ouais, c'est ça. Énorme efficacité en contre-attaque pour OKC au match 2. Donc bref, il n'y a pas eu ça sur ce match-là. Mais bref, revenons cette fois à l'attaque de Denver. L'attaque Denver, moi, ce que j'ai beaucoup aimé. Je sais que beaucoup de monde dit que Jokic a fait un mauvais match. En l'occurrence, oui, il a peut-être pas mis beaucoup de tirs, et encore, 8 sur 25, ok. Il y a 0 sur 10 à 3 points. Ok, je pense que c'est ça qui a attiré beaucoup d'attention, évidemment. 20 points, 16 rebonds, 6 passes pour notre ami Jokic. Ok, il a pas mis de 3 points, il a continué à les prendre, ok. Alors mince, attendez. Hop. Excusez-moi, je suis de retour. Ouais, donc Jokic qui a pas mis ses 3 points. Après, pourquoi est-ce qu'il a tenté autant de 3 points ? Il faut aussi voir que le plan de jeu de Denver, c'est pas pour rien. Le plan de jeu, c'était précisément d'utiliser le plus possible Jokic en poseur d'écran.
Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce que, souvenez-vous, match 2, quand il avait la balle entre les mains, il s'est pris des vagues énormes de la part de OKC, et notamment quand il essayé de s'installer, on sait que le poste bas, depuis le début de série, il va être doublé, prise à 2, donc ça marche pas. On sait que le poste haut aussi, ça a pu marcher, poste haut, isolation, ça a un peu marché match 1, mais même match 2, en fait, on voyait qu'il se prenait des vagues, il se prenait des aides assez agressives. Il y avait, je sais pas moi, s'il était défendu par Hartenstein, il y avait Lou Dort qui directement venait sur lui, il y avait Jalen Williams, il y avait SGA, etc. En fait, il était constamment doublé sur le match 2, et c'est comme ça que OKC a déployé un peu sa défense totalement étouffante. Donc, là, le plan de jeu était assez simple. Je sais pas si vous remarquez un peu les actions, là, je l'ai fait défiler depuis tout à l'heure. On a quasiment tout le temps, en tout cas une majorité de temps, Jokic qui est utilisé en poseur d'écran. Bon, là non, parce que là il est contre Jalen Williams, donc quand il y a Jalen Williams, on va l'attaquer au poste bas, ok. Mais en fait, il est une majorité du temps utilisé en poseur d'écran. Pourquoi? Pour que on s'échappe un peu de cette pression. Quand il est en poseur d'écran, il a toujours une menace de scoreur en tant que poseur d'écran, donc il faut que la défense respecte son rôle au panier avec le flotteur, il faut que la défense respecte le pick and pop, donc la défense par exemple, elle va être moins agressive sur Jamal Murray qui va pouvoir aller au panier, etc. etc. Et au final, j'ai trouvé le plan de jeu très bon de la part d'Adelman de dire bah non, si on t'utilise comme initiateur balle en main, tu vas encore une fois te prendre des vagues, des aides, et tu vas pas pouvoir opérer, tu vas faire beaucoup de pertes de balles. Là, il a beaucoup plus été utilisé en poseur d'écran, et en fait ça a permis de libérer pas mal d'actions. Et là, à la limite, on les voit même pas toutes, les actions, parce qu'en plus, il y a des fois où c'est pas lui qui faisait ni l'assist, ni le panier. Et voilà, là c'est aussi un truc qui a été beaucoup fait sur ce match 3, c'est du high post, comme on dit. Donc le poste haut, ici on a d'un côté du poste haut en tête de raquette, bon, il n'est pas au bon endroit, mais Aaron Gordon qui est un simili poste haut, et sur l'autre poste haut, l'autre coin de la raquette, un split avec Jokic et Jamal Murray. Donc encore une fois, Jokic, poseur d'écran, et qui après la pose d'écran, pop à 3 points, et peut attaquer en sortie de dribble le close-out. Voilà. Et ça, on a vu ça tout le temps, tout le match, et avec cet aspect de te libérer, parce que quand tu es juste en poseur d'écran, quand tu es off-ball, on fait pas une prise à 2 sur toi, quoi. Non, parce que sinon ça laisse des ouvertures, etc., etc. Donc pas mal d'utilisation posto, pas mal d'utilisation en posant d'écran, pas mal de rôles au panier sur des écrans, etc., etc. Et certes, il y a 0 sur 10 à 3 points, mais il y a quand même pas mal de situations qui ont été débloquées parce qu'il est posto et il est utilisé en passeur, il est utilisé en cutter, etc., etc. Là encore, vous voyez, première action de la deuxième mi-temps, c'est exactement ça. Il est ce qui semble être là-bas le poste bas, côté droit de la raquette, il y a un écran, en fait il va venir popper hop de côté gauche de la raquette pour une sortie d'écran à 2 points, et il enchaîne en sortie d'écran avec le tir. Donc là c'est comme une situation de post-up, sauf qu'il n'y a pas un post-up, c'est juste bah tiens, t'as un écran et en sortie de l'écran tu dégaines ton face-up jumper que tu pourrais faire comme en post-up, c'est juste que bah, plutôt que toi tu dribbles pendant 5 secondes en post-up, dos au panier, et puis tu déclenches le jumper, on te fait une sortie d'écran. Donc voilà, cette idée de l'utiliser plus off-ball plutôt que balle en main où il se prend des vagues en fait. Donc bref, c'est un peu l'idée. L'idée principale, après on a aussi, je trouve, dans les trucs à noter, Jamal Murray. On a retrouvé un grand Jamal Murray, pour le coup, un Jamal Murray de prime time, de playoff, 27 points, 8 assists, mais surtout des tirs qui ont été géniaux, parce que là encore, sur le pick and roll avec Jokic, vu que Jokic attire pas mal l'attention, bon bah finalement lui a des espaces pour aller au panier, pour prendre des pull-ups à 2 points, et en plus il les a mis, donc ça fait aussi toute la différence. Il y a un shot making qui est retrouvé, là on voit pick and roll trop petit, hop, le pull-up par-dessus HDA, voilà, plein de situations un peu comme ça, et il y a des lay-ups au panier aussi, je crois qu'il y a un lay-up hyper spectaculaire contre Hartenstein, non, contre Chet en deuxième mi-temps, je crois que c'est là, non, contre Chet Holmgren en deuxième rideau. Vous voyez que, encore une fois, donc Jokic en poseur d'écran, et Jalen Williams ne l'abandonne pas, il va rester sur Jokic plutôt que boucher l'espace et empêcher Jamal Murray d'avancer. Donc encore une fois, la menace de poseur d'écran de Jokic qui attire la défense, et ça libère le drive de Jamal Murray qui s'est cru dans la bulle là, avec un tir complètement fou autour de Chet. Donc voilà, ça c'est évidemment un élément assez important, c'est ce côté juste, quand t'as un bon Jamal Murray, ça aide. J'ai aussi beaucoup aimé la seconde unité de la part de Denver, notamment première mi-temps, avec un Westbrook qui a été utilisé en initiateur. Lui plus que Jamal Murray, c'était lui qui avait un peu les clés de l'attaque de la seconde unité. Vous avez vu, on le voit à l'instant, hein, c'est beaucoup d'utilisation de Westbrook en post-up. Et pas en post-up pour scorer, mais en post-up pour distribuer. Donc là, il est face à Caruso, et on organise un cut de la part entre Jamal Murray, Porter Jr., Gordon, et en fait, ça finit par cutter au panier
Michael Porter, hop, servi par Westbrook, ça donne un panier. Et on l'a fait 2-3 fois d'affilée, hein. Encore une fois, regardez. Possession d'après, il va post-up sur Caruso, et encore une fois, post-up, et il va libérer pour Gordon qui pop à 3 points. Voilà, on a enchaîné ça assez 3-4 fois, et finalement la seconde unité de Denver a été bonne, hein, sur le match, sur la première mi-temps du match 3, donc c'était assez cool. Et puis là encore, vous l'avez vu, hein, on a retrouvé un peu un Gordon aussi agressif, et globalement je trouve qu'on a retrouvé un aspect où, premièrement, Jokic a eu un peu plus d'espace que sur le match 2 où c'était catastrophique. Et deuxièmement, on a retrouvé l'aspect bully ball de Denver. Donc ouais, alors pas avec les rebonds, on l'a pas eu du tout, l'aspect rebond offensif, mais on a un aspect de aller au panier, score au panier, des lancers francs un peu plus également. Et puis voilà, sur un match qui est un match défensif, au final, t'as eu une fin de match qui a été mieux gérée. T'as eu un overtime, une prolongation qui a été mieux gérée, donc ouais, ça fait aussi la différence, quoi. Donc voilà. Je regarde mes notes aussi, il faut que j'essaie de vous lire. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, je pense que le thème principal, c'est ça, hein, c'est l'utilisation de Jokic et la manière dont on l'utilise un peu off-ball, mais ça, j'en ai quand même longuement parlé. Utilisation posto, sur du Horns, voilà, ce genre de choses. Bref, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je viens d'arriver, possible de résumer vite fait ce que tu as dit sur les 2 matchs. Ah bah tiens, je peux résumer, mais si le replay va être disponible d'ici quelques temps, du coup, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Non, mais grosso modo, match défensif si tu veux, et SGA n'a pas pu aller au panier, n'a pas pu faire ce qu'il fait d'habitude, parce que Denver resserre très bien le terrain, et les shooters d'OKC n'ont pas puni. Voilà pour le résumé très, très global. Et de l'autre côté, Jokic qui n'a pas fait un gros match offensif, mais dans son utilisation, ça a libéré certains trucs avec une utilisation off-ball et loin du panier, donc ça a libéré un peu plus de tirs au panier, de cuts, etc. Et puis voilà aussi la fin de match, hein, clutch très simplement. À combien sont Denver d'ailleurs? Voilà, Denver 42% à 3 points. Denver a retrouvé une bonne efficacité de 3 points, donc ça aide. Hein. Ça aide. Je crois que les matchs d'avant, ils n'étaient pas top, on va les vérifier, mais ouais. Hartenstein et Jarrett Allen se ressemblent, mine de rien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a un peu ce côté faux pivot traditionnel. On a envie de dire, catch and finish, drop, protection de panier, un peu le Capella, quoi. Et en fait, non, c'est 2 mecs qui font beaucoup plus que ça. Qui sont beaucoup plus mobiles, qui peuvent monter haut sur les écrans, qui peuvent faire des switches, qui peuvent faire des edges, et même en attaque, qui peuvent un peu prendre des flotteurs, qui ont un peu plus de jeu, qui ont du passing, évidemment, pour Hartenstein, c'est élite. Mais ouais, je suis un peu d'accord. Énormément de pertes de balles. Ouais, Jokic a perdu beaucoup de ballons. Donc c'est aussi pour dire que voilà, c'est pas tout blanc tout noir. C'est pas Denver a gagné, ils ont tout bien fait. J'ai parlé de son utilisation un peu atypique, mais il a quand même un peu subi les vagues, notamment, et les lectures un peu complexes. Et alors, il y a des turnovers sur des postes d'écran, un truc comme ça, mais il y a aussi des mauvaises lectures parfois. Et je me disais ça pendant le match. D'ailleurs, c'est à quel point c'est un bon test, ça pour le coup, de une défense qui est capable de générer beaucoup de turnovers face à Jokic. Voilà, je crois que c'est sur cette action que je me le suis dit. C'est que c'est quand même une bonne défense. Hein. Une défense où Jokic fait 6, 7, 8 pertes de balles comme il l'a fait là depuis 3 matchs. C'est quand même la marque d'une défense d'élite. Hein. Donc là, pareil. Là, le terrain est complètement bouché autour de Jokic, surchargé côté Jokic. Jokic qui essaie de libérer de l'autre côté. D'habitude, ça marche. Sauf que là, d'habitude, c'est pas Casey Nolas dans la ligne de passe, parfaitement placé, perte de balles. Donc ouais, effectivement. Denver fait un match défensif de très haut niveau. Ça rejoint ma théorie. En saison régulière, ils ne font pas les efforts. Ouais, exactement. Je suis un peu d'accord avec ça. C'était l'inquiétude pour moi. Mais finalement, cette théorie a l'air de se révéler juste. C'est-à-dire, en saison, ils n'étaient pas à fond. Et là, ça va mieux. Ils élèvent leur niveau. Une fois en playoff, à la fois individuel et collectif. Je suis d'accord. Donc voilà pour le topo. Voilà pour les 2 matchs. Je pense qu'on pourrait dire beaucoup plus. Mais on va s'arrêter parce qu'on va pas faire 3 heures à chaque fois, à chaque match. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait encore un bon petit rendez-vous. Demain, je ne sais pas si on sera à midi pile ou un peu après, peut-être 13h, peut-être 14h, je ne sais pas. Mais on devrait essayer de se retrouver demain si on a des bons matchs. Bref, merci à tous et on se dit à très bientôt. À demain du coup peut-être. Ciao, merci à tous.